Depuis un an, Asil, ma femme, est dans le coma. Les médecins ne baissent pas les bras pour autant et persistent à nous convaincre qu'un miracle est toujours possible. Asil est victime d'un choc psychologique. Tout arrive très vite ce soir du mois d'août où nous nous apprêtons à célébrer un événement heureux. Il faut dire que depuis longtemps, j'ai confié la gestion des choses de la famille à Asil. Je soupçonne que ma fille cadette, Sausan, nous annonce qu'il accepte le fiancé qu'Asil lui aurait choisi, Iqbal, un jeune pétri de talent qui se trouve être le fils de Hind, l'ami d'enfance d'Asil. Hind est une dame qui s'est taillée la réputation d'être aux bonnes grâces d'un cercle restreint de faiseurs et de casseurs d'ascension sociale au gré de l'apaisanteur. La famille donc au complet. Même notre fils Adham, qui n'est pas porté sur les fêtes familiales, me téléphone dans la matinée pour confirmer sa présence, tout comme celle de mon gendre Ashraf, plus connu sous le pseudonyme d'Anthony. Il a une légère ressemblance avec Anthony Quinn. J'avoue que je ne l'aime pas. Il appelle Asil Dear Queen. Il laisse entendre que je ne suis qu'un bras cassé et que ma réussite professionnelle est un accident de l'histoire, sinon une incompétence avérée de mes supérieurs hiérarchiques qui auraient validé une promotion que je ne mérite guère. Il me tient rigueur parce que je me suis opposé à son mariage avec ma sœur Mervette. Et donc, tout paraît simple dans le meilleur du monde. Une semaine auparavant, je fus reçu par un haut responsable de notre administration centrale. Nous travaillâmes sur un dossier urgent tard dans la nuit, et alors que je m'apprêtais à prendre congé de lui, il glissa de mi-voix que je devrais me préparer à une fonction encore plus importante. Je ne m'y attendais pas, car tout simplement, il ne me restait que quelques mois pour être admis à la retraite. Bien que l'annonce fût une surprise heureuse, je réussis à garder mon calme. Il m'accompagna jusqu'à la sortie devant les yeux incrédules de son secrétariat au complet, et pour cause. La sortie fut de téléphoner à Asil. Erreur monumentale, il était déjà au courant, car l'assistante principale de mon chef se trouve être une cousine de Hind. Mon chef part en mission inopinée à l'étranger. Imaginez le stress d'attendre la confirmation de la promotion. Entre-temps, notre maison se transforme en un mausolée à la différence près que la parole d'Allah n'y est pas prononcée. Puis, coup de théâtre. Mon chef rentre précipitamment de son voyage et me convoque en fin d'après-midi de ce jour-là où tout est destiné à la célébration de l'événement heureux. Coïncidence heureuse, me dis-je dans mon fort intérieur. J'arrive au siège de l'administration centrale. Je me dirige droit vers le bureau du chef. Première anomalie, le secrétariat est vide et à moitié éclairé. Le chauffeur du chef me salue et me glisse dans les oreilles que celui-ci arbore une mine des ténèbres. Je frappe à la porte, il me reçoit avec un sourire pâle. Et son langue de bois, il dit « On avait pensé à une promotion qui couronnerait votre carrière si exemplaire, une belle promotion. Mais des circonstances indépendantes de notre volonté chamboulent notre projet. » Il marque une pause et ajoute « Je vous fais confiance pour tourner la page. Plus vite vous faites, plus sage sera. Nous en avons tous eu les déceptions. » Je murmure des mots dont je ne me rappelle plus dans quelle langue. Il vient à ma rescousse. Essayez de garder cela pour vous et ne pas en informer la famille. J'ai instruit le secrétariat de faire l'impasse sur tout cela. Il se met debout et ouvre le mini-réfrigérateur au coin de son bureau splendide et m'offre une bouteille d'eau minérale. Une marque qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Je la pose sur la table du coin. Il me demande si son chauffeur peut me déposer à la maison. Je lui dis que je suis motorisé et c'est tout.
L'obscurité étend son pouvoir sur les marches au point d'étouffer la lumière tamisée qui y résiste. Je ne sais pas ce qui se passe, je traîne les pieds et je ne sais pas pour combien de temps. J'ai soif. Je regrette de n'avoir pas pris la bouteille d'eau minérale. Qu'il fasse couler ou pas de l'encre, cette eau mise en index m'importe peu. Depuis un certain temps, des têtes brûlées se permettent de diligenter des enquêtes au gré de leur carnet d'adresses. Quand je me rends compte, je constate que plusieurs kilomètres sont avalés par mon élan. J'ai oublié la voiture dans une ruelle adjacente à l'administration centrale. Sur mon chemin, je tombe sur un kiosque de fortune dont le propriétaire s'apprête à tirer les rideaux. Je demande une limonade. Elle est si chaude que le pauvre a écarquillé les yeux en s'apercevant que je vide le contenu d'un seul trait. Il refuse de se faire payer. Le temps s'estompe, je n'arrive pas à accepter que je marche sur la braise d'une désillusion parmi les plus assassines que j'ai jamais ressenties tout au long de ma vie en zigzag. Les murs historiques de la capitale détournent leur regard sur mon passage, les arbres particuliers se perchent comme pour me renifler et de s'extraire à la pesanteur. Je croise des jeunes fredonnant une chanson dont le refrain me donne la nausée. Le bras d'honneur n'est pas une insulte, il te rappelle, tu es inculte. Plus de peur que de mal, ton avenir, petit intervalle, n'aura sûrement pas son carnaval. Simple et cruel. Depuis un an, Assil est dans le coma. J'arrive enfin à la maison de la musique. Anthony m'accueille avec son sourire narquois. J'ai envie de lui placer un coup de pied dans les fesses. Devant ma mine ramassée, il adopte un air sérieux. Je franchis le seuil et monte dans la chambre au premier étage pour me changer. La musique s'arrête. Assil me rejoint. « Qu'est-ce qui t'arrive » s'inquiète-t-elle. « Pas de promotion. Pas de promotion. »« Quoi ? Pas de promotion ?» ?»« Oui, ils ont d'autres priorités. »« Et que vais-je dire aux autres ? Et les commandes que j'ai faites ? » ?»« Quelles commandes ?» Assil pousse un cri de détresse et tombe par terre. Il se cogne la tête contre le coin du lit et ne s'en remet pas. Depuis un an, elle est dans le coma. Depuis un an, je suis dans le déni. Depuis un an, je joue à cache-cache avec les créanciers d'Assil, des charpentiers, des menuisiers, des bijoutiers, des tailleurs, des stylistes, des traiteurs. Ils me harcèlent pour que je paye. Assil n'est plus en charge. Personne n'est en charge, ni Mervet, ni Adham, et encore moins Sausen. Seul Anthony trouve le temps de me taquiner en appelant Assil his queen. Et puis le miracle. Je suis à Casablanca, je rends visite à un psychiatre, un ancien du lycée. Je viens lui demander conseil, il m'écoute attentivement, puis il dit « Le choc que tu as reçu est terrible. » Je l'interromps. « Qu'est-ce que tu vas chercher par là ? Je te parle d'Assil. » Prenant son mal en patience, il observe. « Oui, j'entends bien, mais Madame Assil est dans un autre monde. C'est toi qui as besoin d'assistance. Si tu ne l'avais pas contrarié, il aurait accusé le coup. Et toi aussi. » Je me mets debout et quitte le cabinet sans le saluer. Je décide de rentrer à Rabat par train. Sur le trajet du retour, Sausen m'appelle. « Tu es où, papa ? Rentre vite !»« Rien de grave, ma fille ?» Je l'interpelle. « Dépêche-toi, papa, dépêche-toi !» Au lieu de m'inquiéter davantage, je descends à la station du Témara. Je décide de faire le reste du trajet à pied. Je n'ai pas envie de recevoir un autre choc. Je creuse un trou dans le petit jardin sur la route vers le complexe Moulay Abdallah. J'y enterre mon portefeuille et mon portable et je reprends la marche. La nuit avance doucement. Un marchand ambulant me propose des chaussettes et j'en achète 3 paires. À quelques mètres plus loin, je les offre à un mendiant. Sans attendre, outre mesure, celui-ci court après le vendeur ambulant et lui revend les chaussettes. Il préfère rester pieds nus. Je ne peux m'empêcher de rire à pleines dents. Je souhaite tant que cette comédie prenne fin. Une fourgonnette de police s'arrête.
2 policiers en descendent. Ils m'examinent scrupuleusement et l'un d'eux regarde une photo qu'il montre à son coéquipier, puis il dit « c'est bien lui, c'est bien lui ». Il m'invite à monter dans la fourgonnette. J'acquiesce. En échange par radio, des appels de téléphone, l'autre policier commente « C'est curieux quand même qu'ils sentent bon ». J'aurais parié le contraire, observe l'autre. Je ferme les yeux. Rien ne peut plus m'arriver. Pas pour longtemps. La fourgonnette s'arrête. Je rouvre les yeux. Je suis devant chez moi. Sawsan est là. Il s'arrache au sol, piétine les agents de police et tombe dans mes bras. Pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, papa. Raisonne-toi, ce n'est pas la fin du monde. Je ne comprends pas de quoi il parle. Je regarde autour de moi des visages. J'ai l'impression que je les vois pour la première fois. De quel monde parle Sawsan? Les gorgées de la limonade dans mon estomac brûlent encore. Le refrain indigène sur le bras d'honneur. Les propos du psychiatre. Ce Judas d'amis d'enfance. Je me ressaisis. Je fonce à l'intérieur de la maison. Asil est assise devant le poste de télévision. Mon Dieu, il revient de son coma. Elle me regarde droit dans les yeux et m'invite de la tête à venir m'asseoir à côté d'elle. Au début, elle reste silencieuse. Je pose ma tête sur ses épaules, puis finalement, elle laisse tomber. Hind m'a appelé. On vient de l'enterrer. Qui? Je demande d'une voix écrasée par émotion. Cela n'a aucune importance. Puis il me pousse légèrement et dit « Tu sens toujours bon, c'est l'essentiel. » Dehors, Anthony fait son cirque. « Pourquoi y a tant de monde à la maison ?» je demande. « Cela n'a aucune importance. Essaie de fermer l'œil un peu, » dit-elle en passant la main sur mes cheveux tignasses. Je résiste à fermer les yeux. Une scène me provoque. Iqbal, le fiancé VIP qu'Asil a choisi pour Sawsan, est en train de flirter avec Rizlan, la fille adoptive de notre voisine, une mégère qui bat tous les records de la médisance et de la méchanceté gratuite. Rizlan ne serait pas sa fille adoptive, mais les mauvaises langues disent qu'il serait sa fille naturelle, issue d'une liaison hors mariage. De quoi je me mêle? Je dois m'occuper de mes oignons. C'est quoi cette mise en scène insipide? Ashraf est penché sur son laptop en train de résoudre l'énigme de la guerre des étoiles. Mervette nous fixe, Asil et moi, d'un regard étrange, puis tourne son regard vers Anthony qui fait le clown. Cette fois-ci, je ferme les yeux. Une quiétude nirvana se répand dans tout mon corps qui se prépare à sa retraite dans quelques mois. Je ferme les yeux et je vois Jacques Brel habillé en croque-mort se diriger vers moi tout en fredonnant des couplets de sa chanson fétiche, Le Moribond. Il m'intime l'ordre de chanter. Je me hasarde à répéter les premières mesures. Adieu Asil, je t'aimais bien. Adieu Asil, je t'aimais bien, tu sais. On a chanté les mêmes refrains. On a été presque rien. Pourquoi diable braver le destin? J'entends de l'agitation autour de moi. Quelqu'un s'exclame « Taisez-vous, taisez-vous !» Il vient de bouger les lèvres. Depuis 1 an, je suis dans le coma. Je refuse de reprendre conscience. Depuis 1 an, les médecins ne peuvent plus rien pour moi. Tant mieux. Jacques Brel est là, cette fois-ci vêtu d'une djellaba. J'improvise le reste de la chanson. Adieu moi, je t'aimais pas bien. Adieu moi, je t'aimais pas bien, tu sais. On a bu jusqu'à la lit 10 litres de chagrin. Et c'est bien moqué de nous le destin. C'est bien moqué de nous le destin. Adieu moi, qui suis-je moi? Encore tatoué par les mois. Adieu moi, que puis-je moi? Quand je n'ai plus de toi pour échapper à la loi. Cette rotative de futilité qui laisse tout le monde aux abois. Brel s'en va. Je tente de le suivre. Il plonge dans la fontaine de ma sueur. Je lui tends la main pour le repêcher. Léo Ferré m'en empêche. Ma senteur, tantôt saluée, prend la poudre d'escampette.